Imaginez la scène, un jeune soldat japonais, seulement 23 ans, plié dans un coin d'un hangar serré quelque part au Kansas. Son nom est le sergent Hiroshi Tanaka. Il y a à peine 3 mois, il avait affronté des marines américains sur une île du Pacifique baignée de sang. Maintenant, un après-midi étouffé d'août 1943, il est sur le point de vivre quelque chose qui secouerait leurs convictions au sujet des États-Unis plus que toute brochure de propagande ne le parviendrait jamais. La cloche de la cantine résonne à travers le champ. Alors que Tanaka traîne en ligne avec des centaines d'autres prisonniers japonais, il se prépare à un autre bol à soupe décalée, une autre tranche de pain dur. Après tout, c'est la guerre. Ceci est la captivité. C'est ce que les prisonniers méritent. Mais lorsque le sergent américain glisse un plateau en métal en vente libre, Tanaka se fige, incrédule. Une vapeur chaude s'élève d'une généreuse portion de ragoût de viande. Les légumes frais brillent sous la lumière artificielle. Un verre de lait froid accompagne les rouleaux croustillants. Et incroyablement, il y a un petit bol de glace à la vanille. Vraie crème glacée, avec des gouttelettes d'eau coulant sur les côtés. Pendant un moment, Tanaka ne peut pas bouger. Au Japon en guerre, même les généraux n'ont pas apprécié de tel luxe. Et il était là, un ennemi capturé, étant servi un dessert dans un camp de prisonniers américains. C'est l'histoire de l'un des plus grands chocs culturels de la Seconde Guerre mondiale, le moment où les prisonniers japonais ont découvert que leurs ravisseurs vivaient dans une abondance aussi vaste et si incompréhensible que même leurs ennemis mangeaient mieux que les citoyens du Japon. Pour comprendre l'impact de cette réunion, nous devons reculer jusqu'au 7 décembre 1941, lorsque les bombardiers japonais rugissent sur Pearl Harbor et qu'ils ont traîné les États-Unis pour un conflit essayant d'éviter à tout prix. Cette date, que le président Roosevelt a appelée l'Infamy Day, a non seulement lancé l'Amérique sur 2 fronts de guerre mondiale, mais a également préparé le terrain pour l'un des épisodes les plus surprenants de l'histoire des prisonniers. En 1941, le Japon était en guerre depuis plus d'une décennie. L'invasion de la Mandchourie est venue pour la première fois en 1931, suivie de l'offensive totale contre la Chine en 1937. Lorsque Pearl Harbor a détruit les illusions isolationnistes américaines, la société japonaise était déjà devenue une machine visée exclusivement pour la production et le sacrifice de guerre. Dans les villes japonaises, les cartes de rationnement ont dicté la survie. Un civil ordinaire, en 1943, à peine 1800 calories par jour les jours chanceux. Le riz, la base de la culture japonaise, était si rare que les familles ont mélangé la sciure de bois et la peau d'arbre pour étirer les parties. Le sucre a rappelé le temps de paix. La chair n'existait que dans les rêves des enfants affamés. Les soldats japonais n'étaient pas beaucoup mieux. La discipline de l'affaire de l'armée impériale s'est également étendue à la nourriture, ou à son absence. L'alimentation quotidienne d'un soldat était composée de riz, de légumes, parfois, de poissons. La viande a été le privilège des occasions spéciales ou des repas des officiers. Les produits laitiers étaient pratiquement inconnus. Le système agricole japonais n'avait jamais adopté un bétail suffisant pour faire du lait, du beurre ou des glaces. De l'autre côté du Pacifique, les États-Unis ont également fait face à leurs propres sacrifices de guerre. Mais des sacrifices qui, aux yeux japonais, semblaient pure abondance. Oui, les Américains ont fait face au rationnement, café, sucre, essence et quelques coupures de viande nécessitaient des coupons. Les jardins de la Victoire ont vu le jour dans les arrière-cours à travers le pays, tandis que les familles ont cultivé leurs propres légumes pour libérer des cultures commerciales pour l'effort de guerre. Cependant, même le rationnement américain opérait à un niveau d'abondance que les civils japonais pouvaient à peine imaginer. Quand les Américains se sont plaints d'avoir seulement 2 livres de sucre pour mois, ils ne savaient pas que la plupart des familles japonaises n'avaient pas prouvé le sucre raffiné depuis des années. Lorsque les propriétaires américains murmuraient pour remplacer la margarine par du beurre, les mères japonaises ne se souviennent plus à quoi ressemblait le goût de l'un ou l'autre. Cette disparité n'était pas seulement une question de ressources. Elle reflétait 2 philosophies de guerre radicalement distinctes. Le Japon avait adopté la mobilisation totale, dirigeant chaque grain de riz, chaque herbe en acier à la machine de guerre. L'arrière a été contraint de porter, de sacrifier, de prouver sa dévotion par la privation. Les États-Unis, en revanche, ont constaté que l'abondance pourrait être une arme. Les usines américaines ne produisaient pas seulement des réservoirs et des bombardiers. Ils ont continué à fabriquer des biens de consommation, en comprenant que le maintien du moral civil était essentiel pour soutenir un effort de guerre mondiale. La production de crème glacée, incroyablement, ne s'est jamais arrêtée aux États-Unis pendant la guerre. En fait, le pays a construit une flotte de navires livrés à la crème glacée et même un ferry flottant pour servir les troupes du Pacifique. Oui,
vous ne l'avez pas mal lu, tandis que les soldats japonais rationnaient leurs misérables portions de riz, les Américains ont construit des usines de crème glacée flottante. Les premiers prisonniers japonais sont arrivés dans les champs américains au début de 1942, capturés dans le chaos qui a suivi Pearl Harbor et les premières campagnes du Pacifique. Contrairement aux flots d'Allemands et d'Italiens qui rempliraient plus tard les installations américaines, les Japonais sont arrivés en petits groupes, une demi-douzaine ici, une douzaine là-bas. Pas faute de volonté américaine de les capturer, mais à cause de la réalité brutale de la guerre dans la culture militaire du Pacifique et du Japon. Le code de Bushido, qui mène une pensée militaire japonaise, a vu la capture comme le déshonneur maximum. Mourir au combat était préférable à la honte de la reddition. De nombreux soldats japonais se sont battus dans la dernière balle, puis ont utilisé le dernier projectile contre eux-mêmes avant de faire face à la honte de la captivité. Ceux qui ont survécu à la capture l'ont généralement fait parce qu'ils étaient trop blessés pour résister ou parce qu'ils avaient été éliminés au combat. Malgré cela, beaucoup se sont réveillés dans des hôpitaux de campagne américains convaincus qu'ils seraient torturés et exécutés. Après tout, c'est ce que la propagande japonaise a prêché sur la barbarie américaine. Le voyage lui-même dans les camps de prisonniers était déjà une révélation pour ces soldats capturés. Contrairement aux wagons de bétail et aux marches de la mort qui ont marqué le traitement de l'Axe aux prisonniers alliés, les Japonais étaient à bord des trains de passagers, avec des sièges rembourrés et des fenêtres propres. J'ai reçu des repas réguliers en cours de route. Les équipes médicales ont vérifié les blessés tout au long du voyage. Pour les hommes qui avaient appris à voir les Américains comme des monstres subhumains et sadiques, ce traitement humanisé a été la première fissure de leur vision du monde. Mais rien ne les préparerait à ce qui les attendait dans les champs. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis abritaient des centaines de prisonniers, 175 installations principales et 501 filiales, où plus de 425 000 prisonniers, principalement des Allemands, ont été maintenus. Les Japonais, beaucoup plus petits, étaient généralement dans des sections spécifiques de ces grands complexes ou dans des champs spécialisés pour le théâtre du Pacifique capturé. Ces installations ont été réparties sur tout le territoire américain. Dans le cœur de l'Amérique, Kansas, Texas, Colorado, Arkansas, loin des zones côtières où la paranoïa pour la sécurité était plus aiguë, les prisonniers se sont élevés dans une mer d'abondance agricole qui a contesté toute notion de rareté. Lorsque le premier Japonais a traversé ces portes de barbelés, ils sont tombés sur un univers qui a renversé tout ce qui avait été conditionné à s'attendre de la prison. Les tentes, bien que Spartan, étaient impeccablement propres, isolées contre le froid et équipées de chauffage. Chaque homme a reçu un lit avec un matelas, des couvertures épaisses et une armoire individuelle, un luxe incroyable pour ceux qui proviennent de casernes japonaises surpeuplées, où la maladie et la malnutrition étaient des compagnons constants. Mais c'est la nourriture qui s'est effondrée, une fois pour toutes, c'est certitude. Les champs américains ont strictement suivi les lignes directrices de la Convention de Genève, qui a déterminé que les prisonniers ont reçu les mêmes rations que les soldats de leurs ravisseurs. Ce que les Japonais ne savaient pas, et ils ne pouvaient même pas imaginer, c'est qu'un soldat américain mangeait mieux que la plupart des officiers de l'Empire du Soleil Levant. Le premier repas de ces cafétérias est devenu un moment de choc culturel si profond que beaucoup ne l'oublieraient jamais. Les hommes habitués à survivre avec des bols de bouillon à queue et de pauvres erreurs de riz se sont transformés en viande cuite au four, des légumes frais et du pain blanc si doux qu'il s'est effondré au toucher. Et puis est venu le lait. Lait de vache, frais, servi quotidiennement aux tables. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils prouvaient quelque chose au-delà du lait en poudre ou des versions falsifiées circulant au Japon. Dans une culture où le lait ne faisait pas partie du régime traditionnel, où le riz, les légumes et le poisson étaient à la base de la nourriture, ce liquide blanc crémeux était presque un objet de curiosité scientifique. La première gorgée a été reçue avec méfiance, suivie d'un véritable étonnement, les Américains avaient du lait dans une telle abondance qu'ils pouvaient l'offrir à leurs ennemis. Beurre, fromage, œufs, des spécialités aussi rares au Japon qui n'existaient que dans les souvenirs loin de la génération plus âgée, apparaissent régulièrement dans les champs des champs. Mais aucun symbole ne résumait la puissance américaine que la crème glacée. Imaginez un 19 ans, élevé dans une société où chaque grain de riz est raconté, où la mère dilue la soupe pour durer un autre jour, où la plus grande mémoire d'enfance est un seul bonbon dur divisé entre 3 frères. Imaginez maintenant ce même jeune homme recevant, des mains de ceux qui lui ont appris à détester, une portion de crème glacée, froide, sucrée, crémeuse, fondant lentement sous le soleil du Kansas. C'était la réalité de milliers de prisonniers japonais dans les champs américains. Dans les cantines de campus, où ils pouvaient passer les salaires maigres obtenus pour des travaux internes, ils ont trouvé des articles qui avaient disparu des villes japonaises pendant des années, cigarettes, bière et oui, glace.
Le sergent Tanaka, dont l'histoire ouvre notre documentaire, n'a pas mangé immédiatement sa première portion. Il se leva, regardant la crème glacée à la vanille fondue, essayant de traiter ce que cela signifiait à propos du pays qu'il avait emprisonné. Au Japon, la glace était un article de luxe. La réfrigération n'existait que dans de grands centres, et gelait quelque chose de frivole que le dessert était impensable en temps de guerre. La crème glacée, lorsqu'elle existait, était réservée aux familles plus riches dans les célébrations de la paix. Mais là, dans un domaine des prisonniers conçus pour contenir des soldats ennemis, les cuisiniers américains l'ont servi comme partie courante du menu. D'autres prisonniers ont eu des réactions similaires. Le cap Kenji Yamamoto, capturé à Guadalcanal, décrit dans ses souvenirs le moment où il a goûté à la crème glacée au chocolat dans le champ de Robinson, en Arkansas. Il ne pouvait pas comprendre comment ces Américains auraient été immergés dans une guerre brutale, pourraient gaspiller le lait, le sucre et le travail dans un tel luxe pour leur séjour au-delà de leur image. Ou de leur propagande concernant le sacrifice était un pays de Scortial. Plus proche de la vérité. Pour comprendre pourquoi les champs américains ont servi de crème glacée aux ennemis, vous devez plonger dans la philosophie derrière les prisonniers et la logistique unique qui a rendu cette extravagance non seulement possible mais stratégique. Premièrement, il y avait la question de l'interdroit. Doctrine nationale et militaire. Les États-Unis ont porté leurs obligations en vertu de la grave Convention de Genève, par conviction humanitaire, oui, mais aussi par calcul du froid. Les chefs militaires savaient que le traitement des prisonniers a bien encouragé la reddition, les conflits raccourcis et, surtout, a sauvé des vies américaines. Mais au-delà des demandes juridiques, il y avait quelque chose de profondément américain dans cette abondance qui a laissé les Japonais étonnés. Même sous le rationnement, la production agricole américaine opérait à une échelle industrielle que les planificateurs japonais ne pouvaient même pas anticiper. En 1943, les États-Unis ont non seulement alimenté ses 140 millions d'habitants, ils ont fourni la Grande-Bretagne via Landby, comptaient des millions de soldats alliés sur des fronts de bataille à travers le monde et exportaient toujours un excédent vers les nations neutres. Malgré cette demande colossale, les fermes américaines ont continué à générer des excédents. Et rien n'a illustré cet excès que la production de crème glacée. L'enthousiasme pour la crème glacée était tellement enraciné dans la culture américaine que la marine a investi $1 million dans la construction d'une usine de crème glacée flottante pendant la guerre. Les forces armées ont non seulement toléré la production de la délicatesse dans le temps de conflit, l'ont favorisée comme essentielle à la morale des troupes. La crème glacée est apparue dans les rations sur le terrain, les bases des bases et même sur les navires de guerre. Les célèbres barges de crème glacée qui ont fourni la flotte du Pacifique sont devenues des symboles de la détermination américaine à préserver la qualité de vie même dans les zones de combat. Pour les prisonniers japonais, cette révélation était à la fois humiliante et terrifiante. Si les États-Unis pouvaient se permettre de servir des glaces à leurs ennemis, qu'est-ce que cela a dit de leur capacité à mener une guerre? Comment le Japon pourrait-il s'attendre à surmonter une nation si riche qu'elle traitait le luxe comme des besoins de base? L'impact de la crème glacée n'était que la pointe de l'iceberg d'un choc culturel qui a imprégné tous les aspects de la routine dans les champs. Tout, depuis le petit déjeuner, a révélé l'abîme entre les deux sociétés en guerre. Alors qu'un soldat japonais, quand il a eu de la chance, a commencé la journée avec du riz, des légumes marinés et du thé de blé grillé, dans les champs américains, le petit déjeuner comprenait des œufs, du bacon, du toast au beurre, des fruits frais et du café, un vrai café. Pas des substituts basés sur l'orge que les civils japonais avaient consommé pendant des années. Les parties seules étaient écrasantes. La doctrine militaire américaine a priorisé la nutrition en tant que pilier pour la santé physique et mentale, même chez les prisonniers. De nombreux Japonais ne pouvaient tout simplement pas finir leur repas, leur estomac, utilisé pour faire plaisir à faire plaisir, ne pouvait pas soutenir une telle abondance. Bacon suffisamment épais pour faire douter de tout soldat japonais de douter sa propre santé mentale. Il y a du pain blanc, doux comme du coton et du beurre qui fond dans la langue, pas cette margarine classée que nous distribuons à nos troupes. Il nous donne du vrai lait, pas cette poudre amère que nous mélangeons avec de l'eau lorsque nous avons de la chance. Et le café. Dieu, le café. Noir comme la nuit, doux comme pêché, servi dans des tasses en métal qui ne se vident jamais. Tu te souviens du café, maman? Cette odeur qui remplissait la maison de votre grand-père le matin d'hiver? Ici, ils vous servent comme l'eau. À 11h30, déjeuner, soupe épaisse avec des morceaux de viande si grands que nous devons les couper avec un couteau. Ce n'est pas ce bouillon à queue avec un os flottant que nous avons appelé miso shiru au cours des derniers mois de Guadalcanal. Il y a des pommes de terre entières, cuites au four ou de beurre et des cheveux.
des légumes qui ont encore de la couleur qui se casse entre leurs dents au lieu de ne pas avoir interdit de pâtes insipides. Et toujours, il y a un dessert. Hier, le pudding à la vanille. La veille, cuit aux pommes avec de la cannelle. Aujourd'hui, un morceau de gâteau au chocolat si riche que deux d'entre nous se divisent et se sentent encore coupables de ne pas l'avoir terminé. Le soir, dîner, plus de viande, cette fois le poulet ou le cochon, accompagné de M. Îlots sucrés, haricots verts, pain de maïs chaud. Il nous donne des fourchettes en métal, des plats de plats, des verres en verre, pas les contenants des canettes froissées que nous avons utilisées dans les tranchées. Après le repas, il y a du temps libre. Certains jouent au baseball avec de vrais tacos, ils nous ont laissé utiliser les gardes le week-end. D'autres suivent des cours d'anglais ou de mathématiques enseignés par les enseignants américains. Il y a même une bibliothèque, mère. Livres, magazines, journalistes japonais, pas ces tracts publicitaires déchirés qui nous ont distribués. Ils nous ont laissé lire le conte de Monte Cristo alors que nous entendons le jazz jouer sur une radio qui a l'air plus grand que notre maison d'Osaka. Et puis, lorsque le soleil commencera à se mettre et que l'air devient frais, vient le moment qui défie la plupart de tout ce qui nous apprendra à croire, la glace. Pas cette glace douce qui s'est vendue dans les rues de Tokyo avant la guerre, fondant avant de pouvoir le prouver. Vraie crème glacée, crémeuse, servie dans des cônes ou des bols en métal froid. Vanille, chocolat, fraises, saveurs que je ne connaissais même pas existaient. La première fois qu'ils m'ont offert, je pensais que c'était un piège. Est-ce pour nous? J'ai demandé au garde, suspect. Il rit, un son étrange, sarcastiquement. Bien sûr, soldat. Vous êtes des prisonniers, pas des animaux. Maman, je pesais 52 livres lorsqu'ils se sont rendus à Tarawa. Maintenant, après 6 mois ici, l'échelle marque 68. Mon pantalon ne se ferme plus. Mes doigts, une fois en os comme griffes, ont maintenant assez de chair pour cacher les veines. La nuit, quand je m'allonge sur le lit, un lit avec un matelas et des couvertures propres, je sens le corps lourd d'une manière que j'ai oublié d'être possible. Ce n'est pas la faim qui me réveille maintenant, mais l'estomac est plein, presque douloureux, comme si mon corps ne savait toujours pas quoi faire avec abondance. Et c'est tout, mère, qui m'érode à l'intérieur. Pas la honte de me rendre, même si elle est toujours là, comme un couteau aveugle dans sa poitrine. Pas la peur de ce qu'ils diront à mon retour. Mais la terrible compréhension que tout ce qui nous a dit sur l'Amérique était un mensonge. Ils ne sont pas faibles. Ils ne se décomposent pas. Ils sont si forts qu'ils peuvent donner à leurs ennemis une vie meilleure que ce que nous offrons à nos héros. Qu'est-ce que cela dit de nous? Qu'est-ce que cela dit à propos de la guerre que nous insistons encore pour combattre? Les officiers ici nous regardent attentivement. Ils savent que nous changeons. Ils voient notre corps engraissant, nos visages moins creux, nos regards moins vides. Parfois, un garde plus âgé s'approche, fumer une cigarette, il nous donne aussi des cigarettes, mère, chameau, frappe chanceuse, packs entiers, et demande, comment allez-vous, soldat? Ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas une moquerie. C'est une vraie question, comme s'il se souciait vraiment de la réponse. Et je me retrouve à penser, si c'est ainsi qu'ils traitent leurs prisonniers, comment vivent leurs citoyens? Que ce que les Américains ont appelé la « mauvaise nourriture » était un banquet digne des empereurs pour nous. Un soldat américain pourrait se plaindre de la saveur de la viande en conserve tandis que, en même temps, un soldat japonais en première ligne partageait une cuillerée de riz fermenté avec 3 compagnons. Ils ont jeté ce que nous aurions tué pour avoir. Et ce n'était pas seulement la nourriture. C'était tout. Leurs uniformes, même les plus dépenses, étaient en tissu qui ne se sont pas décomposés au premier remorqueur. Les bottes, même les plus anciennes, n'ont pas décollé dans les plans après une semaine d'équipement. Les médicaments? Ils avaient à l'aise la pénicilline, tandis que nos médecins ont coupé des membres infectés par des montagnes rouillées car il n'y avait pas assez de sulfamide. Un prisonnier américain a reçu plus de soins médicaux qu'un général japonais à Tokyo. Mais le pire, ou le meilleur, selon votre apparence, c'était l'attitude. Ils n'ont rien caché. Il n'y avait pas de secret. Les gardes parlaient ouvertement des vacances qu'ils prendraient après la guerre, des voitures qu'ils achèteraient, des maisons qu'ils construisent. Un sergent m'a montré un magazine Life. Avec des photos de supermarchés américains, étagères bondées, les femmes qui choisissent entre 10 types de pain, les enfants avec des glaces dégoulinant par le menton. C'est normal, a-t-il dit, comme s'il parlait du temps. Normal. Comme si le monde ne brûlait pas. Et puis est venue la question qui nous a érodé à l'intérieur,
Pourquoi ont-ils tout, et nous avons si peu? Ce n'était pas l'envie. C'était quelque chose de plus profond, plus douloureux. C'était le sentiment que nous avions été trompés. Que nous avons dit que la rareté était noble, que la faim était la vertu, que le sacrifice était le chemin de la grandeur, alors qu'ils, la décomposition, les taupes, vivaient comme des dieux sans même transpirer pour cela. Un prisonnier, un lieutenant d'Osaka, avait l'habitude de répéter la même phrase tous les soirs, comme un mantra, il ne gagne pas la guerre. Il joue à la guerre. Les anciens ont toujours résisté. Ils ont murmuré sur la discipline spirituelle, sur la façon dont le Japon refaire surface des cendres, plus fort que jamais. Mais les jeunes ont regardé ces photos de glace en ferry et ne pouvaient plus croire. Comment croire en un empire qui ne pouvait pas nourrir ses soldats, tandis que l'ennemi a même nourri les chiens de guerre que nous avons nourris nos généraux? Le pire? Ils n'ont pas fait cela par cruauté. Ce n'était pas une démonstration de la force calculée pour nous briser. C'était simple, c'est comme ça qu'ils vivaient. Leur abondance n'était pas un luxe de guerre. C'était normal. Et quand vous vous rendez compte que la normale de l'ennemi est un rêve inaccessible pour votre propre peuple, quelque chose en vous part. J'ai vu des hommes pleurer en recevant un ensemble de cookies qu'une famille américaine avait envoyé à un prisonnier allemand. Des biscuits faits maison, enveloppés dans du papier de soie, avec une note disant « Vous savez donc que quelqu'un se soucie ». Nous n'avions pas de mots pour ça. Pas en japonais. Pas dans aucune langue que je connaissais. Ce n'était pas pitié. Ce n'était pas une charité. C'était comme s'ils croyaient que même un ennemi méritait un peu de douceur. Et c'était ça, mère. Cette douceur qui nous a détruites. Comment combattez-vous un pays qui traite même vos prisonniers comme des enfants prodigues? Comment détestez-vous un peuple qui, même en guerre, n'oubliez pas que vous êtes humain? Ce que les Américains ont appelé un flux insuffisant, c'est, pour nous, un banquet digne des empereurs. À la fin de 1944, cette abondance calculée a déjà érodé l'âme de l'armée japonaise en tant qu'acide métallique. Les rapports de renseignement ont enregistré ce que nos commandants craignaient, les soldats qui préféreraient autrefois coller la baïonnette dans son propre ventre maintenant hésitaient avant les batailles perdues. Ce n'était pas la lâcheté. C'était des mathématiques. Lorsque le choix est entre une mort inutile et une cellule avec 3 repas chauds, même les samouraïs modernes les plus fanatiques font les calculs. La discipline qui soutenait le code de Bushido commençait à se fissurer. Pas à la fois, pas tous, mais assez pour allumer la panique dans la caserne générale. Des hommes qui devraient mourir en hurlant Teneka Banzai. Maintenant, ils se chuchotaient les uns avec les autres, les Américains ne torturent pas. Ils donnent du lait. Ils donnent des cigarettes. Des mots dangereux, des traîtres, qui se propagent comme du feu en paille sec malgré les patrouilles de quai empêtées, malgré les exécutions exemplaires. Les lettres étaient déchirées, des bouches cousues de menaces, mais la vérité a gagné. Comment fermer l'estomac d'un soldat qui ressemble au goût du sucre? Pendant ce temps, au Japon, les familles ont rassemblé les pièces d'un puzzle que le gouvernement a insisté pour se cacher. Les mères qui n'avaient pas vu de beurre depuis des années ont entendu parler de leurs voisins que leurs prisonniers mangeaient du pain avec du beurre au petit déjeuner. Les parents qui ont travaillé pour s'évanouir dans des usines de munitions ont révélé que les démons américains organisaient des cours d'anglais pour le captif. Les enfants qui ont sucé des morceaux de canne à sucre pour sentir des bonbons ont appris que l'ennemi servit de la glace gratuitement. Chaque histoire était un couteau au cœur de l'hélice. Aganda. Chaque détail a subi une foi aveugle dans la victoire. S'ils peuvent donner cela aux prisonniers, qu'auront-ils pour leurs propres soldats? La question n'avait pas besoin d'être posée à haute voix. Il était suffisant pour regarder les faces squelettiques dans les lignes par rationnement, aux champs dévastés où il y avait avant le riz. L'abondance américaine n'était pas une rumeur, c'était un miroir qui reflétait notre propre misère. Et quand un peuple regarde dans le miroir et voit affamé où il devrait voir Gloria, même le nationalisme le plus fanatique commence à pourrir. 1945 est arrivé, et avec elle la certitude froide, nous combattions un géant qui ne transpire même pas. Nos soldats, enchaînés à l'idée que la privation était la vertu, et tombés sur un ennemi pour qui la guerre n'était qu'un inconfort passant. Les usines de crème glacée flottante, les dépôts débordants de nourriture que nous avons joués à l'extérieur, avec des détails étaient un coup de poing dans l'estomac de notre économie de guerre. Ce n'était pas seulement qu'ils en avaient plus. C'est qu'ils pouvaient se permettre d'être généreux. Et la générosité, mère, est le privilège des gagnants. Lorsque ces jeunes assis sur les cafeteries du Kansas ont pris la première cuillerée de crème glacée à la bouche,
elles ne savaient pas que du sucre et de la crème. Ils avalaient la vérité, nous avions tout parié sur l'idée que le sacrifice nous rendrait invincibles. Mais ils n'avaient pas besoin de se sacrifier. Ils le pouvaient. Et cette différence n'était ni tactique ni courage, aura de la civilisation. La glace n'était pas une arme à feu. C'était pire, c'était une confession. Un aveu silencieux selon lequel notre empire, notre Yamato Damashi, notre rêve de dominer l'Asie, n'était qu'un château de lettres devant une nation qui pourrait perdre 1000 navires tout en servant un dessert aux ennemis. Quand un soldat japonais a pleuré quand elle a goûté à quelque chose de sucré, ce n'était pas une faiblesse. C'était le son d'un système entier en s'effondrer à l'intérieur. Et donc, sans un seul coup, sans ordonnance de reddition, la guerre était déjà perdue. Pas sur les champs de bataille, mais dans les cuisines américaines. Pas avec des bombes, mais avec des cuillères de crème glacée. Parce que vous ne gagnez pas un pays qui peut se permettre d'être le luxe d'être humain, vous ne pouvez vous y rendre.